Alors, bonjour à tout le monde. Je suis le docteur Alexandre Michi, je suis cardiologue à Montluçon et j'ai le plaisir d'ouvrir ce troisième webinaire CNCH qui a comme sujet le COVID-19, cardiologie interventionnelle et rythmologie. Je souhaiterais remercier à Medtronic d'abord d'avoir soutenu ce webinaire. À mentionner que le webinaire est enregistré, sera disponible sur le canal YouTube CNCH. Également, il est distribué en live sur Facebook en ce moment sur le compte CNCH. Ceci dit, je donne la parole au vice-président de CNCH, Dr Loïc Bell, avec qui je vais modérer ce webinaire. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir à ce webinaire organisé par le CNCH. Le CNCH, c'est le Collège national des cardiologues des hôpitaux, qui est un collège de la SFC et qui a la particularité de favoriser et valoriser les échanges de pratiques et de terrain. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir deux stars du CNCH, le docteur Julien Hadjedj, qui est cardiologue et cardiologue interventionnel à l'Institut Arnaud de Sanck à Saint-Laurent-du-Var et qui est membre du GACI, et Jérôme Taïeb, cardiologue et rythmologue à l'hôpital d'Aix-en-Provence, membre du groupe de rythmologie de la SFC. Et donc, je donne la parole à Julien Hadjedj qui va nous parler de cardiologie interventionnelle dans cette période de Covid-19. Bonjour à tous, merci pour cette charmante introduction. On va donc parler de cardiologie interventionnelle et comment la cardiologie interventionnelle s'organise autour de cette période de Covid-19. Je vais commencer par une introduction assez générale, mais ces généralités sont importantes pour la suite de la présentation. On parle de Covid-19 quand on est malade, on parle du SARS-CoV-2, du virus en lui-même, qui est une transmission à gouttelettes et particules, ça je pense que tout le monde le sait. Une notion importante est le taux de reproduction de base de ce virus. Le taux de reproduction de base, c'est une notion de virologie qui exprime que lorsqu'une personne est malade, elle infecte en moyenne dans une population saine entre 2 et 3 personnes ce coronavirus. Donc, il a le potentiel, quand une personne est infectée, en moyenne d'infecter 2 à 3 personnes autour de lui. À savoir que quand on a ce taux de reproduction de base supérieur à 1, on parle d'épidémie, et avoir un R0 entre 2 et 3, c'est l'équivalent de la grippe espagnole. Et les grandes grippes qu'on a pu voir en 57 et en 68, qui étaient assez dévastatrices, elles étaient moins fortes en termes de taux de reproduction de base de 1,5 à 2. La durée d'incubation est de 5 à 6 jours, avec un intervalle intergénérationnel court. Ça veut dire que le patient, il est contagieux dès le début de la maladie. C'est une notion importante à avoir parce qu'un scanner pulmonaire ne va pas éliminer un patient qui a un Covid. Il peut très bien être symptomatique en début de maladie, contagieux, avec un scanner pulmonaire normal s'il n'aura pas encore développé des lésions pulmonaires. Le pic de vérémie arrive dès la fin de la période d'incubation et les patients hospitalisés ont une durée moyenne de séjour de 11 jours, ce qui fait que ce coronavirus a tout le cocktail pour une épidémie majeure. La transmission se fait par les gouttelettes et les particules. Ça peut être un contact direct, ça vous le savez. Et ça peut être aussi par un contact indirect avec simplement des gouttelettes ou des particules qui tombent sur des surfaces et les surfaces sont mises en contact. Et de cette mise en contact, nous nous infectons nous-mêmes avec nos mains. Une notion qui est importante vis-à-vis de ça, c'est une publication du New England où il a été mis et mesuré ce coronavirus sur différentes surfaces, donc le cuivre, le carton, l'acier et le plastique. Et ce que vous voyez, c'est que les particules et le virus restent plusieurs heures sur ces différentes surfaces, parfois 8 heures, parfois jusqu'à 24 heures, notamment pour le plastique. Ce qui fait que la contamination est assez facile avec ce taux de reproduction-là, et ce qui en fait un ennemi redoutable. Alors, cette transmission, elle intéresse aussi le personnel soignant. Il y a une publication qui a été faite dans un centre en Chine où on a fait une photo
de tous les patients confirmés Covid-19. Et dans tous ces patients confirmés, vous voyez que 80 patients sont des patients qui sont venus avec la maladie, 60% de la population, que 12% ont eu le Covid-19 durant le séjour hospitalier et près de 30% étaient du personnel de soins. Ça veut dire que c'est juste une photo, mais on a l'impression dans cette photo-là, dans cet hôpital en Chine, qu'il y a une grande partie de la population médicale qui s'infecte. Et ici, c'est une publication récente, c'était de hier matin, qui, selon l'OMS, parle de 1 patient sur 13 est un soignant en France, ce qui fait à peu près 8%. Donc, il y a des cas de transmission. Il faut faire attention à nos personnels et bien expliquer un petit peu ces règles de base. Le Covid-19 a des atteintes cardiaques. Alors, on sait que le facteur de risque, c'est l'hypertension, le diabète, le fait d'avoir une insuffisance cardiaque ou un surpoids, une obésité font qu'on est particulièrement à risque. Il y a eu une notion qui est le récepteur des IEC qui permettrait de faciliter l'entrée du virus dans les cellules, mais dans un autre sens, le fait d'avoir des IEC ou des ARA2 permettrait aussi de protéger d'un éventuel ESDRA. Et donc, dans cette balance, le bénéfice-risque est à peu près neutre et il est pour l'instant recommandé de garder les IEC et les ARA2. En revanche, le SARS-CoV-2 peut générer des péricardites, des myocardites, de l'insuffisance cardiaque, des syndromes coronaires aigus ou de l'arythmie et avoir des complications sur le plan cardiaque. Les complications sur le plan cardiaque sont extrêmement importantes parce qu'elles sont très reliées avec la mortalité. On voit ici un très beau travail du JAMA qui montre qu'avec une mortalité extrêmement élevée, jusqu'à 70%, quand on a une élévation des troponines et une atteinte cardiovasculaire. C'est un peu le plan de la présentation, c'est qu'on a 3 périodes et 3 risques. La première période est celle qu'on vient de passer, à mon avis, c'est celle où on pensait qu'on allait être complètement saturé sur le système de soins, avoir des choix éthiques impossibles, et ça, on a pu le passer. Je pense qu'en France, on a été assez réactif, on a été assez en avance, et donc on a pu se mobiliser, et grâce à la période de confinement, passer en dessous du seuil de saturation et de pouvoir gérer cette crise de cette première période qui était la première période de menace sanitaire. Je reviens juste sur cette petite notion de R0. Cette notion de R0 a permis de définir le taux de population qui était atteinte pour nécessiter une immunisation globale. Donc, quand on a un R0 entre 2 et 3, donc à 2,5, il faudrait que 60% de la population soit guérie du coronavirus pour protéger les 40% restants. Et on n'y est pas du tout. Et malheureusement, vu qu'on n'y est pas du tout, on va s'attendre à une prolongation de la période d'isolement. Et donc, c'est le deuxième risque, c'est le risque de péril de la continuité du système de soins, et ça, on va en parler après. Et enfin, si on relâche cet effort avant que la population soit assez immunisée, soit grâce à l'immunisation naturelle que les patients auront acquise, soit avec des nouveaux traitements ou de la vaccination, il y aura un risque de résurgence qui est fort, et c'est ce qui se vit actuellement en Asie avec certains pays qui se sont reconfinés suite à des nouveaux cas qui sont réapparus. Donc, la première période, c'est la période de menace sanitaire. Cette période-là, je pense qu'on est passé au travers. On voit bien qu'on est dans une espèce de plateau de la maladie. Il n'y a plus trop d'hôpitaux qui sont sursaturés. On n'a pas de manque de respirateurs ou de lits de réanimation dans la plupart des centres en France. Et on arrive à gérer cette menace sanitaire-là. On a, avec le GACI, fait des conseils sur cette période, et ces conseils étaient extrêmement importants parce qu'on avait la crainte d'être débordé par cette menace sanitaire, et surtout que nous débordions les lits de réanimation. Et donc, on a défini l'urgence coronaire, l'urgence structurelle durant cette période, adapter des circuits de patients Covid et des circuits patients non Covid, afin aussi surtout de protéger le personnel et les patients. Ce qui était important pour nous, c'est d'éviter les procédures qui pourraient amener à nécessiter un lit de réanimation pour un patient qui n'en avait pas forcément besoin à cette période-là. Un exemple tout bête, une désocclusion coronaire chronique qui a risque de tamponnade
eh bien, si ce geste peut attendre, on peut éviter une hospitalisation, un lit de réa, et ainsi de suite. Et pareil pour le structurel, quand on parle de fermeture de FOP ou de CIA, si on a des gestes qui peuvent attendre une anesthésie générale, on a préféré écrire un document permettant de garder ces places de réanimation qui sont si nécessaires actuellement. L'organisation de la salle de cathétérisme, les salles de cathétérisme ont plusieurs modes de ventilation. Alors, je vous remets la petite animation. C'est la ventilation à pression positive. Imaginez qu'il y a plein de coronavirus et de microparticules et de gouttelettes qui sont dans la salle. Le fait d'évacuer les germes par une pression positive va faire que ces germes et que ces microparticules vont sortir de la salle et vont s'implanter sur des surfaces en dehors de la salle de cathétérisme. L'autre type de ventilation est la pression neutre, c'est les anciennes salles de cath, tout simplement, où il n'y a pas de surpression dans la salle et les microparticules tombent sur les surfaces et donc là, elles restent dans la salle. La meilleure ventilation qui est en vue est la ventilation à pression négative, où là, on aspire les germes, on aspire les particules dans la salle et on essaie de diminuer l'inoculum grâce à ça. Le problème de cette ventilation à pression négative, c'est que ça demande beaucoup de réglages de techniciens et on n'est plus dans les normes d'hygiène comme la pression positive. Et après, il y a tout un réglage à faire. Donc, c'est compliqué en pratique de refaire une pression négative en salle de cath, mais ceux qui le peuvent, c'est ce qui est en général conseillé. Une donnée importante, c'est simplement de faire porter un masque aux patients si on a un doute, qu'il soit Covid ou s'il est dans un circuit Covid plus avéré. Ça permet de réduire l'inoculum en entrant dans la salle. Il tousse dans le masque et ce masque va capter les microparticules et éviter d'en disséminer. Et donc, les recommandations de l'OMS, du GACI, des États-Unis, d'Australie, de Chine, tout le monde s'est assez mis d'accord sur une organisation qui permettrait, autant que faire se peut, chez les patients, dans les centres où on a 2 salles ou dans les centres où on peut faire des circuits séparés, d'avoir un circuit Covid+, avec une pression négative ou neutre dans la salle de 4, garder le matériel dans la salle de cathétérisme cardiaque, garder les tabliers plombés dédiés dans cette salle-là, du personnel en plus pour nous aider pour tout ce qui est apport de matériel et favoriser un bio-nettoyage qui est dédié. Aussi, de faire un circuit Covid- dans une autre salle quand on a 2 salles. Et si on n'a qu'une salle, de faire le circuit Covid- en début de journée et en fin de journée, faire un circuit Covid+. Et donc, si on a 2 salles, de faire un circuit Covid- en essayant d'éviter le maximum de contacts possible entre les patients Covid+ et Covid- et de favoriser l'ambulatoire pour ces coronarographies et ces autres examens. Et donc, on rentre dans ce deuxième risque, qui est le risque de péril de la continuité des soins, et je pense que c'est le risque actuel que l'on a, c'est-à-dire d'effacer les organes, de dire il n'y a que le Covid qui existe, et que finalement, on va négliger les douleurs thoraciques, on va négliger les symptômes des patients, et ça vient des patients eux-mêmes qui sont confinés. Il y a un petit travail qui a été fait par une équipe de Hong Kong qui a montré, c'est assez élégant, de montrer qu'il y avait un temps entre les symptômes et le premier contact médical dans le STEMI qui passait de 90 minutes à 320 minutes quasiment, plus du triple en termes de délai. Le reste de délai, qui était le door to balloon ou l'arrivée en salle de cath, était à peine prolongé, mais c'était surtout cette période de temps, c'est-à-dire la période de premier contact médical qui était négligée. J'aime beaucoup cette illustration qui est, pendant la période de Covid, on a l'impression qu'on gomme le cœur et qu'on n'en parle plus. Effectivement, on a moins 70% d'urgences coronaires en moyenne sur la France et sur l'ensemble des autres pays. Il y a une peur de consulter par rapport aux patients et par rapport aussi aux correspondants, d'envoyer des patients en salle de cathétérisme, et ça, on comprend très bien. Il y a un délai de prise en charge qui est du coup plus important parce que les patients prennent du temps avant d'aller consulter. C'est quelque chose de complètement compréhensible. En revanche, les patients qu'on reçoit actuellement viennent avec plus de complications, des complications mécaniques, des complications qui auraient pu être évitées avec une prise en charge plus précoce et adaptée comme on avait l'habitude de faire en dehors de cette période. Alors, Hakim Ben Amer a fait cette jolie photo et je pense qu'il a bien fait de le rappeler que les patients qui ont des douleurs thoraciques, eh bien, il faut contacter le 15. Idem pour les patients qui ont des symptômes neurologiques. On a aussi très peur de négliger les AVC pour la même raison.
et de favoriser dans cette deuxième période une reprise d'activité programmée en Covid-, en ambulatoire si possible, pour les patients qui sont à risque, qui sont des urgences ou des semi-urgences, et afin de rassurer les patients et les correspondants, raccourcir les prises en charge. Et l'objectif, c'est de ne pas décaler un examen qui ne peut pas attendre plus de 3 mois, parce que cette période risque de durer et que ce qui effraie nous, les sociétés savantes, c'est de retarder les prises en charge et d'avoir des complications liées à ça. Enfin, le troisième risque, et c'est le risque de résurgence en cas de relâchement, et ce risque existe, on n'y est pas encore, mais cette période de confinement peut durer. Il faut dépister donc, du coup, et confiner les patients qui sont atteints du Covid, garder nos circuits séparés tant que faire se peut en Covid plus et Covid moins, tenir bon dans notre stratégie. Et je pense que la perspective de dépistage et de traitement, ce sont les éléments qui permettront de raccourcir cette période d'isolement, afin de pouvoir mieux dépister grâce aux nouvelles sérologies et d'avoir des traitements. Alors, peu importe les traitements qui vont être efficaces, hein, ça peut être l'hydroxychloroquine, ça peut être les antiviraux, ça peut être encore d'autres molécules ou la vaccination, mais c'est ça qui va permettre de traiter, de diminuer les symptômes ou d'immuniser les gens et de pouvoir sortir de cette crise. Alors, si un patient est cardiovasculaire et a un potentiel traitement du Covid. Un potentiel traitement du Covid, c'est les antiviraux, donc c'est le ritonavir ou le lopinavir ou un autre qui se termine en vir. Donc, cette nomenclature-là, il faut juste se rappeler que ça va inhiber les cytochromes 453 à 4. Et je partage cette diapo qui a été extrêmement bien faite de la part du professeur Atul Pathak, qui est très pratico-pratique. Le fait d'interagir avec ces cytochromes, avec les antiviraux, vont faire qu'on va avoir des différences entre les de métabolisme actif et inactif. En pratique, un patient qui a de l'apixaban, il devrait avoir un surrisque et donc peut-être réduire l'apixaban ou devoir changer. Le clopidogrel, on pourrait nous demander à doubler les doses de clopidogrel parce qu'on pourrait avoir une diminution de l'activité sous antiviraux ou switcher pour prasugrel. Le ticagrelor, de la même raison, on pourrait switcher pour du prasugrel ou diminuer les statines risque un effet, une augmentation des effets secondaires suite aux antiviraux et les statines. Ce sont des choses à surveiller pour les cardiologues avec le traitement cardiovasculaire classique du coronarien. Un dernier mot sur l'hydroxychloroquine. Il y a lui aussi une cytochrome 452D6 qui pourrait augmenter la partie libre des bêta-bloquants et de la fonction cardiaque sur la base de la fréquence cardiaque. Si les patients qui prennent de l'hydroxychloroquine et qu'ils ont un traitement par bêta-bloquant et qui remarquent qu'il y a une fréquence cardiaque qui est plus basse que d'habitude, là, à penser à réduire les doses de bêta-bloquant durant la période de traitement par hydroxychloroquine. Alors, en conclusion, et quelques messages clés et brefs, je pense qu'il est extrêmement important face à ce virus de limiter la propagation en organisant nos salles de cathétérisme cardiaque, en protégeant notre personnel soignant, protégeant les patients qui viennent à l'hôpital consulter parce qu'il y a besoin que l'hôpital continue de fonctionner pour traiter les patients dans une crise qui va durer. Continuer à soigner nos patients qui sont semi-urgents, voire des symptomatiques qui sont stables ou qui commencent à avoir un angor de novo. Ce sont des questions qui vont être de plus en plus brûlantes pour nous. Et enfin, un dernier mot dont je n'avais pas évoqué dans la présentation, c'est que le Covid donne un effet pro-thrombotique, beaucoup d'embolie pulmonaire, beaucoup de cas de thrombose qui ont été avérés. Et donc, dans les consultations générales, il faudrait, je pense, ne pas arrêter les antiagrégants plaquettaires, ça c'était largement recommandé, mais quelqu'un qui a eu un stent, qui a une DAPT pour 6 mois et qui devrait arrêter sa double antiagrégation plaquettaire maintenant, je pense qu'il est plutôt licite de la garder jusqu'à la fin de la crise s'il n'y a pas de risque hémorragique et de garder ça jusqu'à la fin de la crise en termes de double antiagrégation plaquettaire. Donc, c'était mes messages clés. Je vous remercie beaucoup. Et si vous avez des questions, nous y reviendrons plus tard. Merci encore. Merci beaucoup, Julien. Écoute, c'était extrêmement intéressant. Et donc, j'ai oublié de vous dire, oui, qu'on peut poser des questions et on aura toute une période de 20 minutes à la fin du webinaire pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct.
Et donc, voilà toute la difficulté d'adapter notre activité à la période et puis de savoir pourquoi on adapte notre activité. Il faut laisser de la place au Covid, il faut laisser de la place à la réanimation, il faut éviter le déconfinement, mais il faut s'occuper aussi, et on l'a vu, de nos patients cardiaques. Tu as été extrêmement clair vis-à-vis des pressions en salle de cathétérisme, donc il faut une pression neutre ou une pression négative, mais éviter les pressions positives. Et puis organiser les circuits pour les patients Covid ou les patients suspects de l'être, et c'est là toute la difficulté. Merci pour ces précisions pour ces médicaments en vire qui sont utilisés à l'hôpital, et puis pour ces précisions que je ne savais pas entre l'hydrochlorothiazide qui va augmenter l'activité des bêta-bloqueurs et ralentir les cœurs. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer à la rythmologie. Et donc, j'appelle Jérôme Taïeb. Merci, Jérôme, de ta participation. Merci Loïc, merci Alexandru, merci aussi à Walid Amara et Franck Albert qui sont à l'origine de ces webinars qui nous permettent de nous rencontrer, et Alexandru qui gère ça de main de maître. Ça signe le dynamisme du CNCH, donc vraiment bravo et merci. Je vais passer mon écran sur… Voilà, normalement, on devrait le voir. Alors, voilà, un instant de réorganisation de l'écran. Voilà. Je pense qu'on voit mon écran. Au niveau de la vidéo, moi je vois Loïc. Bon, je vais me mettre… Voilà. Je vais me mettre… Voilà. Alors, ça ne… Je pense qu'on y est. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous parler des problèmes rythmologiques liés à cette période Covid que nous avons rencontrés donc en rythmologie et qui font l'objet de réflexions, de papiers. L'état des lieux est le suivant. Comme vous savez, le 12 mars, on a eu ce fameux jeudi où le président de la République nous a annoncé le confinement de la population. Le lendemain matin, les anesthésistes nous disent bah, vous ne pouvez plus compter sur nous. Ben, voilà, donc ça donnait bien le ton. Il y avait quand même le vote qui était annoncé le dimanche. Et puis, donc, c'était le temps de se mettre en route, tout ça. Le lundi, on fait notre dernière intervention d'un patient à qui on a expliqué que ce sera sous local au lieu de faire sous anesthésie générale. Il était content qu'on le fasse parce qu'il était assez gêné. Et puis, le support technique qui vient nous dit on ne viendra plus. On a des ordres de notre compagnie. Et enfin, on a vu se réorganiser les secteurs d'hospitalisation. On va en reparler. Puis, c'est un peu dans le sens de ce qui vient d'être dit par Julien. Donc, on a changé de paradigme. On est passé de l'anticipation à l'urgence. L'anticipation, c'était la plus belle des anticipations récentes, c'était les cardiologies de l'insuffisance cardiaque où on demandait aux patients de connaître sa maladie, de se peser, de donner des informations et on le convoquait avant que ça décompense. Et là, maintenant, on dit non, on n'anticipe plus, on attend que ce soit l'urgence. Effectivement, on risque d'avoir des déboires et d'avoir à gérer effectivement des problèmes à cause de ça. En tout cas, on a changé effectivement de paradigme pour cette période-là. L'autre élément, c'est que le lundi, quand je suis allé faire ce blog, j'ai croisé dans les vestiaires le chirurgien vasculaire qui me dit « Ah ben nous, ça y est, notre société savante a pondu des règles pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait différer, pas différer, etc. Comme ça, on en est couvert. » Bon, j'étais un peu groggy, comme tout le monde d'ailleurs. Ils ont été rapides, les chirurgiens vasculaires. Et bon, il n'a pas fallu attendre longtemps puisque on a eu le 30 mars ce document fait par les Américains, l'association de ACC, AHA, HRS. Et donc, ils ont fait une task force où ils nous ont donné leurs recommandations pour gérer la rythmologie. Donc, je vais vous parler très rapidement de ce qui est l'essentiel de ce texte, qui a été rapporté d'ailleurs dans la newsletter du groupe de rythmologie de la SFC il y a 2 jours. Alors, premièrement, il cite ce papier, un autre papier qui est celui de Wang, qui a fait une étude à Wuhan, où ils ont compté combien il y avait d'arythmies dans les services en unité et en réanimation, avec des chiffres, vous voyez, 16,7
44%, c'est presque la moitié en réanimation. Bon, c'est arythmie de tout type, sans précision. Il parlait aussi de quelques arrêts cardiaques décrits, puis de quelques myocardites fulminantes, avec des discussions de l'IVEST post-réanimation. Alors, l'organisation qui est préconisée est la suivante, 3 points. Ça recoupe un petit peu ce qui a été dit avant, hein. La distanciation, la protection et de reporter tous les actes possibles et consultations possibles. La distanciation, c'est d'identifier des Covid en faisant des parcours spécifiques, aussi bien dans les secteurs d'hospitalisation que dans les secteurs d'écho, de blocs, etc. Quand on peut, hein, les blocs, quand on peut faire 2 blocs, on ne peut pas toujours. Et puis, limiter le personnel en salle. Donc, il préconise évidemment d'annuler le support technique, d'alterner éventuellement par le mode d'astreinte les personnes en salle. Ce n'est pas la peine de venir s'il n'y a rien non plus. Au besoin, se redéployer. C'est ce qui s'est passé chez nous pour aider dans les unités Covid, avec donc des médecins de chez nous et puis des infirmières et je pense aussi des aides-soignantes. Les séjours, donc évidemment privilégier les séjours courts pour être le moins longtemps exposé à l'hôpital, et puis utiliser la télémédecine. C'est une des particularités de la rythmologie que d'avoir une télésurveillance, qui est une télémédecine assez développée déjà, et dans le monde d'ailleurs. Le deuxième point, c'est la protection, masque aux patients. Ça, c'est un élément important pour les quelques patients qu'on fait venir au bloc. On sait bien que s'il est porteur, eh bien, on sera bien plus protégé par son masque que par le nôtre. Ou alors, il faut avoir un masque de FFP2 et puis tout le reste. Alors, tout le reste, c'est quoi? C'est masque, donc FFP2 de préférence, protection des yeux, des visières, des gants, des casaques. Alors, ils insistent sur un mot, c'est la formation de l'hygiéniste, c'est-à-dire qu'on doit nous apprendre à mettre et à enlever ces protections. Effectivement, on fait peut-être des fautes. On a vu dans la présentation précédente de Julien que le virus, mais vous le savez, peut être présent sur du plastique, sur plein de choses, et donc il faut faire attention à ce qu'on touche. Alors, l'autre point, donc, c'est de reporter tous les actes et consultations, sauf s'il y a un risque vital à court terme, une défaillance d'organes ou aggravation rapide des symptômes. Ça, c'est pour planter le décor, les éléments généraux. Voici un tableau qui a l'air un petit peu aride pour séparer en 3 parties ce qui est urgent, vraiment, ce qui est semi-urgent, donc la balle est dans votre camp, vous pouvez décider si ça doit être fait ou pas, et puis ce qui est non urgent, en concernant donc les interventions au bloc opératoire. Ce qui est urgent, je vous le ai simplifié un petit peu, ce sont les ablations de TV ou TSV incessantes, réfractaires et mal tolérées. En fait, ce sont les orages rythmiques, aussi bien au niveau ventriculaire que même auriculaire. La voie accessoire responsable d'arrêt cardiaque ou de syncope, je l'ai mis en italique parce que vous avez peu de chances de la voir, c'est assez fréquent, beaucoup dans les cuisses, mais ce n'est pas fréquent quand même. Les prothèses, on doit effectivement faire en urgence les remplacements, alors EOS, c'est-à-dire end of life, et stimulodépendant, c'est-à-dire le end of life, c'est après le RI, l'élective remplacement indication, donc c'est un stade d'épuisement total de l'appareil, donc dans ce cas-là, faites-le, c'est de l'urgence. Reprise évidemment de tout matériel défectueux, primo-implantation des défibrillateurs en secondaire évidemment, et puis les indications de pacemaker conventionnel quand le patient est symptomatique, on ne les reporte pas, le patient est hospitalisé, on le fait. La resynchronisation pour insuffisance cardiaque non stabilisée par le traitement, je l'ai mis en italique parce que on fait quand même la resynchronisation quand le patient a été stabilisé. Ne fût-ce que pour qu'ils tiennent allongés sur la table. Donc, cette phrase-là, je la conteste un petit peu, enfin, en tout cas dans la nuance. L'extraction, évidemment, d'un dispositif infecté. Et enfin, on choque ou on fait entrer pour choc des troubles du rythme symptomatiques. D'ailleurs, ça permet d'attendre les ablations. Alors, voici un exemple, ça c'était d'hier dans ma pratique. C'est une patiente qui était prévue sur la liste des contrôles de pacemaker du vendredi après-midi et il fallait les annuler. Donc, on
peut les annuler de deux façons, soit on dit à la secrétaire tout annuler, soit on regarde les dossiers. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on voit le dossier de cette patiente, elle a 85 ans, elle a eu son dernier contrôle en 2017, vous le voyez ici. Elle était implantée depuis 2013. Alors, je ne savais pas qu'elle était stimulodépendante, mais il y avait un doute dans le dossier. Donc, je l'ai faite venir. C'est la seule patiente que j'ai contrôlée hier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une batterie complètement épuisée, hein, puisque là, c'est la fin, c'est l'ERI. Et là, on est ici. Donc, elle est complètement out. Alors, cette patiente rentrera dimanche pour être faite lundi, ajoutée au programme. Donc, il faut bien regarder les dossiers avant de les annuler, parce que si on lui avait dit revenez dans 6 mois, je ne sais pas ce qui se serait passé. Patiente stimulodépendante. Semi-urgent, je vous ai dit, la balle est dans votre camp, c'est les ablations avec TV, TSV symptomatiques, réfractaires, mais pas notion d'orage. Et puis, les remplacements de pacemaker en ERI. Et les primo-implantations d'un défibrillateur en prévention primaire, on conseille de prolonger la live vest s'il y en a une, ce qu'on a fait nous au début, puis finalement on a fini par implanter un patient après quand on a l'impression d'être sorti de la vague. Donc c'était effectivement justement vendredi dernier. Non urgent à différer, c'est tout le reste. Tout le reste, ce sont les ablations de fibrillation auriculaire paroxystique. Toutes les ablations FA sont annulées dans tous les centres que je connais, quasiment, sauf exception. Les TRIN, les ESV, les VOLF, les remplacements de pacemakers non stimulodépendants. Le guideline propose de contrôler de façon privilégiée tout ce qui peut l'être à distance et de ne convoquer que s'il y a un choc sur défibrillateur, des dysfonctionnements de pacemaker ou défibrillateur, des arythmies symptomatiques, et puis ils nous ont mentionné la notion d'IRM nécessitant une programmation, mais que s'il n'y a pas d'autre alternative. Deuxième point de la présentation, c'est le point rythmologique qui concerne notre lien avec les antiviraux, du fait de l'allongement du QT par certains antiviraux. Alors, je vous les ai cités, la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'opinavir, ritonavir, Caletra, bon, il y en a d'autres, qui sont dans les pipelines avec des études. Il n'y a rien de prouvé aujourd'hui, hein, il n'y a pas de traitement spécifique qui soit validé, mais on risque d'avoir des informations. Aujourd'hui, c'est une photo. On aura sûrement d'autres informations. En tout cas, le vrai risque, c'est celui que vous voyez à droite, là, sur l'électrocardiogramme, un QT long, des extrasystoles ventriculaires et puis un démarrage d'une torsade de pointe. Torsade de pointe qui est une arythmie qui est une espèce de TV polymorphe particulière qui tourne autour de la ligne isoélectrique avec une variation d'amplitude, a été décrite, pour la petite histoire, par De Sertine en 1966. C'est un Français. Alors, je suis toujours impressionné de me rappeler qu'il n'a pas laissé son nom, ce n'est pas le syndrome de Sertine, mais il a laissé le nom torsade de pointe qui est dit par les anglo-saxons The torsade de pointe. C'est toujours amusant de s'en souvenir. Élément important, l'ANSM est très, très vigilante sur l'utilisation de ces médicaments et avec le redoute d'une utilisation large actuellement. Elle a donc décrété le 10 avril que ces médicaments seraient sous une surveillance renforcée. Et donc, elle a retenu que sous hydrochloroquine, par exemple, il y avait 7 cas de mort subite, dont 3 récupérés par choc électrique, et une dizaine de troubles du rythme. Elle invite à signaler sur ce site tout trouble, toute anomalie d'ailleurs, effet secondaire lié à ces médicaments. Le QT, comment il se mesure? Un tout petit mot, bien voilà, du début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde T, en la repérant avec la tangente et en évitant de compter l'onde U. Voilà un exemple d'un patient de chez nous de cette semaine. La tangente, voilà, on mesure, ça fait 480 millisecondes. Il suffit de se rappeler que les petits carreaux font 40 millisecondes et on multiplie. Et puis là, ensuite, on prend le RR et on a 1200 millisecondes. Vous avez vu qu'il s'agit quand même d'une fibrillation auriculaire, donc il peut y avoir des petites variations et on peut être amené à faire plusieurs mesures. Quand vous devez passer du QT au QT corrigé, il faut faire diviser par racine de RR, ce n'est pas facilement possible. Alors, soit vous le faites il y a des réglettes qui vous aident, soit évidemment, vous pouvez le faire avec des applications maintenant, l'application QT corrigée, je l'ai fait sur ce cas-là, et vous voyez que la formule de Bazette nous donne 438 millisecondes, la formule de Friedrichshack 452 millisecondes. En pratique, on utilise
celle-ci après 90 par minute. Et puis, autre chose, vous voyez que les chiffres retrouvés par la machine ne sont pas les mêmes. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un site qui vous permet de calculer. Alors, ce QT a fait l'objet d'une publication qui date d'hier sur le site de la Société française de cardiologie, qui émane du groupe de rythmologie, Frédéric Sacher en premier lieu. Je sais que je dépasse un tout petit peu mon temps, je vais essayer de dépêcher. Donc, le patient, ils ont distingué le patient ambulatoire et le patient hospitalisé. Et ils ont dit qu'il ne faut pas faire le CG à tout le monde quand on met un médicament comme la chloroquine. Voici la liste des éléments qui sont retenus, 60-50, etc., enfin, antécédents cardiaques, autres médicaments, vous les avez ici. Il suffit ensuite de dire oui, non, et s'il y a un seul oui, il faut faire le CG. Ensuite, ils ont décliné, donc ça c'est pour la partie ambulatoire. À gauche en bleu, qui n'existera pas en hospitalisation, c'est pas besoin de CG puisque vous n'avez aucun des critères. Vous faites le traitement et vous faites un suivi clinique, donc pas besoin de CG. En revanche, dès que vous avez un des éléments, mais pas de pathologie cardiaque, un QT qui reste inférieur à 460 et pas d'insuffisance rénale, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Vous traitez, vous vérifiez le potassium pour le corriger si nécessaire, vous faites un suivi clinique. Ensuite, s'il y a une pathologie cardiaque et puis que vous êtes dans cette zone-là, à ce moment-là, vous devez évaluer le bénéfice-risque avant de commencer et puis surtout arrêter tous les autres médicaments allongeant le QT. Et toujours maintenir ce potassium. Et là, vous avez un ECG à J2, J3. Et enfin, il y a en rouge, donc on a un risque qui est croissant de gauche à droite. En rouge, c'est quasiment un sens interdit. Vous avez plus de 500 millisecondes. C'est une barre qu'il faut essayer de ne pas dépasser. Alors évidemment, ils ont laissé une petite porte pour le cas où c'est vraiment indispensable. Le patient pouvait en profiter de façon majeure. À ce moment-là, on peut en rediscuter, mais on est quasiment devant le sens interdit. Ensuite, ça c'est pour les patients hospitalisés, c'est à peu près la même chose. Je vais aller vite, sauf qu'il n'y a pas la case bleue, hein, évidemment, et on se servira des télémétries volontiers pour s'aider. Un petit mot sur le cytochrome YP3A4, qui n'est pas le même que ce qui a été décrit tout à l'heure, interférant avec les bêta-bloquants. Celui-là, il s'interfère en fait les produits entre eux. Donc, si vous ajoutez hydrochloroxine ou chloroquine qui est métabolisé par celui-là, par ce cytochrome, et avec un médicament comme celui-ci ou celui-ci qui inhibe, eh bien, vous pouvez avoir une augmentation des taux. Donc, il faut faire attention à l'association, notamment qui a été préconisée, celle-ci et celle-ci. À l'IHU de Marseille, il y a eu une étude de vraie vie, on va dire, par l'équipe de la Timone, de Haro, qui a regardé sur 502 patients. Alors, j'ai vu que c'était cité, même s'ils sont en review actuellement, leur papier est cité, donc je me suis permis de le citer. Ils ont analysé 502 Covid traités par la 3% de patients contre-indiqués et aucun effet secondaire rythmique sévère, avec un interrogatoire, un ECG à J0 et à J2. Ils ont mis la barre à 500 millisecondes. Enfin, je termine par ceci. C'est un problème de rythmologie. Je sais que je suis un tout petit peu dans le rouge au niveau timing. Ça m'a paru important. On a eu des questions liées au Covid, puisqu'il y a des patients qui sont décédés en EHPAD. Et en fait, les actes suite à l'avis du 24 mars, les actes de thanapopraxie, puisque ce sont les thanatopracteurs qui font les retraits de défibrillateurs quand vous en avez un. Il faut retirer le matériel, c'est obligatoire, c'est la loi. Ce retrait est fait par le thanatopracteur habituellement. Et en fait, les actes sont interdits depuis le 24 mars. Donc, ça pose des problèmes. On sollicite les médecins. Vous pouvez être sollicité. Il faut couper la sonde. Alors, si vous savez que c'est un défibrillateur, donc ça peut choquer. Alors, je vous rassure, je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a été électrocuté, mais ça peut faire un choc. Comment le désactiver? Alors, la question est en cours de réflexion. On sait qu'avec un programmateur, on peut le faire, mais si ce n'est pas un rythmologue, ce sera difficile. On peut avec un aimant, mais il faut l'avoir. Un tournevis, c'est illusoire. Et des gants isolants électriques, ça marche. Effectivement, c'est sûrement ce qui est le mieux, mais il faut les avoir. Peut-être qu'il faudra réfléchir à les fournir.
Et puis sinon, des gants en latex, x2. Et enfin, le personnel funéraire, dans la recommandation, doit porter un équipement. Eh bien, pardon, cet équipement doit être, même si le patient est décédé, il est contagieux. Et c'est pour cette raison qu'il y a tout ça. Donc, le médecin doit porter tout ça s'il doit faire le geste de thanatopraxie. Je conclus avec ceci. Donc, il y a eu une réorganisation drastique de l'activité, comme vous avez pu le voir. Malgré les insuffisances, il y a quand même eu une vraie gestion, je trouve. J'ai mis entre parenthèses première vague. Est-ce que ce sera une vague unique? Je ne sais pas. On a la présentation de Julien. On a eu de 1917 où il y a eu la deuxième vague qui a fait 80% des décès. Je ne sais pas ce qui nous attend. J'attends que les virologues nous le disent. Et puis la suite. Enfin, l'intérêt de la télésurveillance, l'intérêt du développement de la téléexpertise. Et puis, il y aura des conséquences sur nos patients rythmologiques, on peut s'y attendre. Pensez à vérifier les dossiers avant d'annuler ce qui est prévu. Je vous remercie. Pardon pour le retard. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on a des questions très intéressantes de la part des participants. Alors, une question, est-ce que les traitements antiviraux pour le Covid puissent être prescrits par le médecin généraliste, soit les malades doivent passer automatiquement par une consultation cardiologique, arythmologique? Je pense que pour ces traitements-là, c'est comme pour les autres traitements Pardon, qui sont c'est évalués. une question pour Jérôme. Ah, voilà. Ça a coupé, est-ce que tu peux me la répéter, Alexandre? Bien sûr. Alors, est-ce que les traitements antiviraux pour le Covid puissent être prescrits par le médecin généraliste, soit les malades doivent passer surtout par une consultation arythmologique, cardiologique? Alors, actuellement, de toute façon, c'est qu'à l'hôpital, donc c'est réglé. Et à l'hôpital, il y aura une consultation cardiologique. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est ce qui va se passer dans le futur. Si jamais il y avait une indication à traiter toute la population par un médicament comme celui-là, ça pourrait à ce moment-là être totalement différent. Mais actuellement, ça se fait forcément à l'hôpital. Donc, forcément. Jérôme, quand un médecin en ville va se prescrire de la chloroquine ou aura envie de prescrire de la chloroquine, est-ce qu'il faudra qu'il demande avant l'avis du cardiologue? Ah oui, alors, bon, donc ça, on serait dans l'hypothèse où il y aurait une généralisation. On peut penser que c'est quand même mieux que cette analyse du QT soit faite par un rythmologue parce qu'il pourra voir aussi d'autres choses. Et puis, il y a quand même, vous avez vu, des implications, des risques. Donc, on peut imaginer qu'il y ait une téléexpertise qui se fasse, surtout que là, on a appris, on le voit bien avec Zoom aujourd'hui, on a appris à se parler avec des outils. Et je sais qu'il y a des outils qui sont performants, pas encore utilisés largement, mais voilà, je pense que ce sera possible comme ça. Merci. Comme il y a beaucoup de questions, on va essayer, nous, d'être courts dans la question et vous, d'être courts dans la réponse. Alors, quelqu'un qui a fait un infarctus, est-ce qu'il est contre-indiqué à la chloroquine? Non, il n'y a pas de contre-indication à la chloroquine chez quelqu'un qui a fait un infarctus. Je pense qu'en tout cas, il va falloir bien surveiller la calémie, les contre-indications et autres. Très bien, merci. Alors, une question pour Jérôme. Alors, comment on mesure le QT s'il y a un bloc de branche? Alors, s'il y a un bloc de branche, le QRS est élargi, donc le QT va être artificiellement élargi. Il y a eu 2 publications qui ont proposé, et c'est ce qui est retenu actuellement, de retirer la partie qui est au-dessus du QRS normal, c'est-à-dire qu'un QRS normal, c'est à peu près 80-90 millisecondes. Donc, ils ont dit 90. Et tout ce qui est au-dessus de 90, il faudra le retrancher. Donc, si vous avez par exemple un QRS à 150 millisecondes, eh ben, vous retrancherez 60 millisecondes à votre valeur de QT. Alors, pour Jérôme, une question. Quand tu fais des procédures ou quand tu vas faire des procédures, est-ce que tu feras une PCR avant toutes les procédures que tu vas faire pour classer le patient en Covid+ ou Covid-? Alors, ça, c'est dans le meilleur des mondes, encore que la PCR a des faux négatifs, hein, donc il faut se méfier. Bon, nous, on ne peut pas faire ça actuellement, hein, c'est clair. On peut même pas, moi, je n'ai même pas été testé, donc j'aurais bien aimé l'être. On fait un interrogatoire d'abord, une température, et ensuite, si le patient est à risque, bien sûr, à ce moment-là, c'est validé et on a le droit de lui faire un test. Donc, pour l'instant, pas de prélèvement systématique et c'est un peu le cas dans tous les établissements.
pour Julien, autour du syndrome coronarien aigu. Alors, ta présentation était donnée, même si elles sont sur des faibles effectifs, sont extrêmement intéressantes. C'est-à-dire que si on a une diminution de 70% de nos urgences coronariennes, c'est probablement comportemental et non pas physiopathologique. Et donc, la question qui avait été posée sur pourquoi nous n'avions plus de SCA, donc tu en as parti, tu y as probablement répondu dans ta présentation, mais est-ce que tu as des choses à ajouter? Pourquoi diminution de 70% des urgences coronariennes? Ouais, je pense qu'il y a une grande partie de patients qui face à l'isolement, n'essayent de ne pas consulter ou il y a un retard de prise en charge, hein, comme l'a montré le papier de Hong Kong. Je pense que ça, c'est une notion qui est importante. Il y a aussi tous les mécanismes pour faire découvrir des cas qui sont passés à la trappe actuellement. C'est-à-dire qu'on a souvent des modes d'entrée de syndrome coronarien aigu sur des troponymes qui sont réalisés en ville, c'est plus le cas, sur des tests d'effort qui retrouvent des lésions qui sont très menaçantes, une élévation de troponine, on ne fait plus. Donc il y a toutes ces composantes-là de moins en moins détectées, et surtout les troponymes en ville. Je pense que c'était un gros pourvoyeur de SCA. Donc c'est pour ça qu'il faut être beaucoup plus vigilant, surtout dans la période que tu as évoquée, qui est une période post-pic. Alors l'ACC, l'AHA propose la fibrinolyse des STEMI. Alors je ne sais pas sur quoi il se repose, mais est-ce que tu penses que c'est ce qu'on doit faire? Non, je pense que c'est vraiment organisationnel d'un pays à un autre. Alors aux États-Unis, il n'y a pas de SAMU, hein, il n'y a pas d'ambulance médicalisée. Il doit y avoir aussi une gestion des centres qui est assez particulière. Est-ce qu'il y a des hôpitaux avec coronarographie? Est-ce qu'ils ont tous une coronarographie? Est-ce qu'ils veulent privilégier les transports sanitaires pour les patients Covid? C'est des réponses que je n'ai naturellement pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait un apport, si on peut faire bénéficier en toute sécurité un patient qui a un Covid, une angioplastie primaire s'il fait un infarctus du myocarde, plutôt que la fibrinolyse. Alex, tu as des questions? Ou sinon, il y en a une là, très pratique, alors réponse très courte. À partir de quel QT, à partir de quelle durée de QT faudra-t-il s'inquiéter ou contre-indiquer la chloroquine? Donc, c'est dans le document que j'ai présenté, mais qui est sur le site de la SFC. En dessous de 460 millisecondes, on est relativement tranquille. Entre 460 et 500, il faut faire une analyse de tous les facteurs qu'on a précisés. Et puis, au-dessus de 500, on peut dire qu'il y a un feu rouge. Mais après, il y a des nuances à apporter qui sont ce que vous pouvez retrouver sur le site de la SFC sur Cardio Online. Merci. Une autre question. Alors, arrêt des antiarythmiques pour les patients Covid+, notamment flécaïne et les antiarythmiques première classe. Est-ce qu'il faut les arrêter? Oui. Alors, il faut savoir que le traitement, si c'est en tout cas tel que c'est prescrit, c'est pour 10 jours à peu près. C'est pas pour 6 mois. Donc, arrêter 10 jours la flécaïne ne pose aucun problème. Donc, c'est évident qu'il faut essayer de les arrêter. Alors, dans le tableau, ils ont fait une petite nuance pour le mettre au deuxième stade. Hein, mais enfin, on peut considérer que c'est clairement mieux d'arrêter ces antiarythmiques et surtout qu'il y a peu d'effets secondaires à les arrêter pendant une semaine pendant 10 jours ou un peu plus. Alors, une question, je ne sais pas, Julien, si tu pourras y répondre, mais sur l'échographie pulmonaire. Est-ce qu'elle est intéressante pour faire le diagnostic du Covid? Alors, j'ai pu regarder un petit peu. L'échographie pulmonaire, elle n'est pas recommandée par la Société française de radiologie pour les arguments suivants. Déjà, c'est un examen qui est assez opérateur dépendant et il ne permet pas de faire la différence entre une lésion qui est virale, bactérienne ou interstitielle sur un œdème. Et ça impose aussi au radiologue d'être en contact prolongé avec le patient, alors que le scanner serait beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Le seul intérêt qui est gardé par les réanimateurs, c'est les patients qui sont intransportables, où ils se posent des questions, et ça peut être un examen de dépistage pour voir l'épanchement pleural et la part d'atteinte du tissu pulmonaire. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de première ligne.
Merci beaucoup. Alors, notre confrère Dr Walid Amara nous demande ou souhaiterait que Dr Taeb et Julien aussi nous disent à peu près le nombre de patients prévus la semaine prochaine dans chacun de vos centres. Donc, les patients qui sont prévus pour des interventions. Alors, c'est très simple. On a 2 remplacements de pacemaker lundi, c'est tout pour nous. D'accord. Et Julien? Pour nous, donc le fonctionnement, on l'a drastiquement diminué. Donc, on est passé de 3 salles et 3 équipes à une équipe pour 2 salles, donc une salle Covid+, une salle Covid-. Et nous, l'activité programmée de lundi, c'est un TAVI et 4 coraux. D'accord. Les patients aussi ont posé des questions sur le site et sur WhatsApp, et ça peut intéresser les cardiologues. Le patient qui t'appelle, Julien, et qui te dit eh bien, écoutez, je fais de la fibrillation auriculaire ou j'ai fait un infarctus, est-ce que je suis à risque de contracter? Et si je le contracte, est-ce que je suis à risque d'une forme grave? Donc, effectivement, les patients, nos patients, les patients cardiaques, sont plus à risque par l'hypertension, le diabète, l'âge, le surpoids, qui est un petit peu le reflet de nos patients, qui sont des facteurs de risque, malheureusement, de développer un Covid plus important, plus grave, avec plus de mortalité, une population plus jeune ou un autre type de population qu'on a moins fréquemment l'habitude de rencontrer. Donc, c'est vrai que c'est ces patients-là qu'il faut particulièrement protéger par le confinement. Après, au niveau des traitements, je pense qu'il faut les garder. Le patient qui est coronariant, le patient qui est sous anticoagulant pour une raison ou une autre, je pense qu'il doit être gardé en absence de risque hémorragique le temps que la période se termine. Alors, il y a une jolie question et j'aimerais faire une partie de la réponse. La question, c'est est-il pertinent d'avoir des attitudes nationales lorsque la répartition du virus et de l'épidémie est très différente d'une région à l'autre? Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir se confronter, d'avoir l'avis des Alsaciens, d'avoir l'avis des Bretons, d'avoir l'avis du Sud, du Nord et du Centre, parce que les choses sont différentes et ça rajoute à la complexité. Il y a une complexité temporelle. On ne fait pas la même chose au moment du pic et puis après le pic et puis après le déconfinement. Je profite finalement de prendre un peu la parole pour faire la conclusion de ce webinaire qui va toucher à sa fin. Et c'est vrai que c'est là que c'est important de pouvoir communiquer et c'est là que la communication manque et que ces outils finalement nous apportent beaucoup pour communiquer. Quand on règle notre activité, il faut aussi essayer de raisonner pour savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce qu'il ne faut pas surmener les réanimateurs? Est-ce qu'on le fait parce qu'on n'a plus de soignants, parce que tous les soignants sont en réanimation, ou parce qu'on ne veut pas se mettre hors la loi pour déconfiner les patients, donc ne pas faire prendre des risques à nos patients? Donc vraiment, notre activité, elle doit être, et en fonction des régions, elle sera différente. Notre activité va être complètement différente et dans le temps. Et merci Jérôme et merci Julien pour ces précisions qui ont été extrêmement précieuses et vos exposés particulièrement précieux. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question brûlante, Alexandro? On a encore 2 ou 3 minutes. Non, pas forcément. Loïc, est-ce que tu peux nous dire comment tu as préparé ton service face au Covid? Est-ce que tu peux commenter vis-à-vis de ça? Alors oui, la difficulté aussi, encore une fois, c'est qu'on n'a pas des Covid- et des Covid+, on a des patients suspects au milieu, et donc il y a des zones dites tampons qui sont difficiles à gérer parce que la suspicion est différente à différents instants du diagnostic. Et donc, je vois une question en direct, notre USIC a été partagée entre un secteur Covid+, un secteur Covid-. Donc oui, on a fait une chambre un peu avec une organisation un peu particulière pour le patient suspect d'être Covid. S'il devient positif, et c'est 10% des patients qui rentrent dans cette chambre qui sortent Covid+, lorsqu'ils sont positifs à la PCR et ou au scanner, à ce moment-là, ils rejoignent une réanimation Covid+, sinon ils vont dans notre USIC traditionnelle. Et finalement, les flux à Annecy, pour l'instant, se limitent à 7 chambres qu'on est capable d'augmenter, mais pour l'instant, à une chambre, on arrive à dédier ça. Après, on a une organisation qui est transversale, c'est-à-dire qu'au sein de l'hôpital, il y a des zones Covid+, et des zones Covid-, mais pas dans chacun des services. Et donc, j'ai entendu l'expérience de Chartres, par exemple, il y a 15 jours, où dans chacun
des services. Et en cardiologie, il y a un secteur Covid+, et un secteur Covid-. Mais c'est vrai que tout tourne autour de cette filiarisation de d'abord suspect, puis ensuite Covid+, et puis de Covid-. Très bien, merci beaucoup. Alors écoutez, je crois que c'est le temps de conclure pour moi, puis je vais laisser la parole à Alexandru pour certaines informations importantes. Merci beaucoup à nos orateurs, merci beaucoup à tous ceux qui participent. On était plus de 100 à assister à cette conférence. Et merci au CNCH de nous proposer cette plateforme de communication et d'échange pour avoir ces informations-là et pour pouvoir partager sur notre vraie vie. À bientôt. Merci beaucoup Loïc. Alors également moi aussi je voudrais remercier à Jérôme Taé, Julien Adjedj et surtout à toi pour avoir trouvé le temps de partager ce moment. Je souhaiterais également remercier aux participants et aux membres de bureau de CNCH qui ont participé dans un grand nombre. Également les membres de la cellule de communication de CNCH, donc Franck Albert, Walid Amara et Raphaël. Alors, le webinaire sera disponible sur YouTube à partir de ce jour ou demain. Également, vous pouvez suivre les actualités de CNCH sur les comptes social media Twitter, Facebook et LinkedIn. Et donc, également, je souhaiterais remercier au soutien important de Medtronic pour ce webinaire. Et j'ai le plaisir d'annoncer également le prochain webinaire qui est programmé pour le samedi prochain à 11h, qui est intitulé « La télémédecine face au Covid » avec des invités d'exception. Le webinaire sera modéré par le docteur Franck Albert, qui est le président de la CNCH, et le docteur Serge Cohen, président CNCF. Et a comme invité le professeur Patrick Jourdain, qui est le directeur médical de la plateforme Covidom, et le docteur Thierry Garban, qui parlera de développement de la télécardiologie et téléexpertise. Merci beaucoup à tout le monde et on se verra, j'espère, samedi prochain. Merci. Merci. Au revoir.